Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Androtrip, une édition du 14 juillet 2024. Tout d'abord, bonne fête aux Français, c'est la journée nationale de la France, donc profitez-en pour festoyer avec un beau petit perno, à faire une danse. C'est vraiment quelque chose à souligner, l'anniversaire des Français. Cette semaine, nous avons parlé encore beaucoup de conseils municipaux. Lundi dernier, il y avait lieu le conseil municipal de Berthierville et, entre autres, il y a eu différents sujets qui ont été évoqués et on a parlé aussi de zones inondables. Les citoyens se sont questionnés sur les cartes avec les nouvelles cotes que veut appliquer le gouvernement et surtout les travaux sur la rue Saint-Viateur qui ont suscité un peu de grogne, un peu de questionnement de la part des citoyens concernant les abattages d'arbres, donc autrement dit d'arbres matures qui peut-être seront coupés pour laisser passer la place à de l'asphalte, donc quelque chose qui est un petit peu moins dans l'air du temps, et aussi l'élargissement de la rue pour permettre la cohabitation des citoyens ainsi que des usines avec le passage de gros camions de 53 pieds. On a parlé aussi du conseil de l'ANOREC avec différents sujets. Nous avons rencontré Renaud Loranger, le directeur artistique du festival Lanaudière, qui est venu nous parler premièrement de la série Dans les églises. Quelques spectacles vont être présentés dans les églises de la région et nous parler aussi de la fin de semaine, de qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine au niveau du festival de Lanaudière. On espère que vous avez apprécié nos commentaires, nos présentations, nos vidéos, nos bulletins de nouvelles. On espère que vous nous réécouterez la semaine prochaine à compter de 18h pour être au fait des prochaines nouvelles concernant la MRC d'Autrey. Sur ce, bonne écoute. Donc, à H2, rue Saint-Viateur, servitude réelle et perpétuelle pour le passage de l'empiètement de la voie publique. Ça, en réalité, c'est une régularisation, en réalité, au niveau du trottoir qui est situé, en réalité, entre l'école Sainte-Geneviève et la rue Crémazie. Donc, M. Frenière. Considérant qu'une partie de la voie publique, rue et trottoir de la rue Saint-Viateur empiète sur certains terrains privés situés entre l'école primaire Sainte-Geneviève et l'intersection de la rue Crémazie côté sud de la rue Saint-Viateur, considérant qu'il est nécessaire de régulariser cette situation à l'occasion des travaux de réflexion des infrastructures de la rue Saint-Viateur qui sont réalisés en 2024, considérant que la voie publique et le trottoir sont reconstruits au même emplacement sur ce tronçon de rue, en conséquence, je propose de mandater Maître Madeleine Laporte, notaire, pour conclure une servitude réelle et perpétuelle pour le passage et l'empiètement de la voie publique avec les propriétaires des immeubles situés du côté sud de la rue Saint-Viateur, entre l'école primaire Sainte-Geneviève et l'intersection de la rue Crémazie, d'autoriser le maire Pierre Lahaye et la directrice générale et greffière Sylvie Dubois à signer pour et au nom de la ville de Berthierville tous les documents nécessaires à la conclusion des dites servitudes. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, conseillers et conseillères. Je m'appelle Élise Bergeron. J'habite au 821 de Saint-Viateur. Monsieur le maire, vous avez déjà entendu la question que je vais vous poser, mais je trouve important que nos conseillers l'entendent aussi. Alors, je vais me permettre, en fait, c'est une question à propos qui concerne les travaux qui se déroulent présentement sur la rue Saint-Viateur, plus précisément sur le tronçon à partir de la rue de la Forêt jusqu'au réside de M. et Mme Gagnon. Alors, je me permets un petit rappel sur le rôle important, voire primordial, que jouent les arbres en milieu urbain. Alors, ils diminuent la température ambiante, ils sont des habitats pour la faune, produisent de l'oxygène, ils absorbent le CO2, 10 fois plus que des petits arbres. Ils retiennent l'eau dans le sol, ils embellissent les lieux. Et je pense que pour une ville, avoir la beauté à cœur, ça devrait être important.
les arbres, c'est tellement une bonne affaire que les villes ont pour projet d'augmenter leur canopée. Je pense à Terrebonne, à Montréal, à Québec. Et de préserver leurs arbres matures, qui ne sont pas malades. Or, on le sait, les servitudes que reprend la ville pour exécuter les travaux sur la rue Saint-Viateur accueillent quelques arbres matures. En reprenant ces servitudes, c'est à la ville, on le comprend, mais en les reprenant, la ville choisit aussi de réduire les espaces végétalisés pour les remplacer par des espaces minéralisés, ce qui n'est pas une bonne affaire pour l'environnement, et qui crée des îlots de chaleur, qui met en péril aussi, les travaux mettent en péril la survie de ces arbres-là. Alors, j'aimerais savoir si la ville a prévu des moyens concrets pour préserver ces arbres-là qui sont mis en danger, pour éviter de les couper. Alors, la réponse que j'aimerais ma question, en fait, je sais la réponse que je ne veux pas à cette question, c'est s'il y a un problème, on va couper les arbres. Alors, ce que j'aimerais savoir, moi, avez-vous pensé à des solutions pour éviter les coupes? Est-ce que vous avez transmis des consignes à l'entrepreneur? Est-ce qu'un arboriculteur professionnel a été consulté? Est-ce que vous avez d'autres projets que de couper des arbres si jamais ils menacent une maison, en l'occurrence? Merci. Comme je vous disais, en réalité, ce qu'on s'est rencontré, c'est sûr que le but, vous avez raison quand on parle de végétalisation, c'est quelque chose qu'on tient à cœur, nous aussi, dans la mesure du possible. Mais là, on est dans une situation où on veut, le Conseil veut aller de l'avant avec la mobilité active aussi, en allant du piste cyclable et trottoirs. OK, donc, c'est sûr et certain que, comme on a dit, on veut, dans la mesure du possible, OK, les conserver. Je pense que la façon qu'on était aussi dans les mesures, on arrivait sur le bord. OK, on espère pouvoir les conserver, mais si nécessaire. En réalité, si on n'a pas le choix, c'est sûr et certain que on va procéder. Vous comprenez que vous répondez à côté de ma question. La question que j'ai posée, c'est avez-vous prévu des solutions autres que couper des arbres matures? On connaît votre projet, on sait que ce n'est pas réellement pour la piste cyclable. Ma question, c'est est-ce que vous avez prévu des solutions pour éviter la coupe d'arbres? C'est ça ma question. Je ne veux pas savoir quel est le projet. C'est pour les pistes. Où on va faire notre possible. Oui, c'est sûr. C'est un peu que lorsqu'on s'est rencontrés, c'est un peu la même réponse que je vais vous donner. Okay? Oui. Dans la mesure du possible, oui. On va essayer de faire attention de les conserver. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Je vais poser ma question. Avez-vous des solutions pour éviter de couper les arbres? Soit vous ne voulez pas répondre, soit vous n'avez pas de solution. Puis j'aimerais ça entendre vos conseillers aussi sur cette question-là. Vous avez une question aussi à l'effet, est-ce que le contracteur est au fait de pouvoir conserver les arbres? C'est sûr qu'il est au fait, c'était votre question aussi, mais qui connaît effectivement notre vouloir de pouvoir les conserver. La réponse à votre question, c'est oui, il est au fait de ça. C'était entre autres une de vos questions. Fait il est au fait de ça, et il va faire en son pouvoir pour pouvoir les conserver. Est-ce qu'il va nous contacter s'il y a un élément qui cloche, mais dans son mandat, c'est de les conserver. C'est ça qui est dans son mandat. Donc, j'imagine que vous comprenez tous que vous ne répondez pas à la question. C'est correct. En fait, c'est pas correct, mais j'imagine qu'on doit s'en contenter. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Donc, mon nom est Marc-André Brouillard, j'habite au 821 rue Saint-Viateur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, j'ai une question pour vous concernant les travaux en cours sur la rue Saint-Viateur. Mais d'abord, pour le bénéfice des citoyens qui sont tenus dans l'ignorance et qui ne sont pas consultés, j'aimerais souligner qu'en plus des travaux de canalisation en cours sur la rue Saint-Viateur,
vous allez procéder au mois d'août à l'élargissement de cette rue à l'ouest de la rue Gélinéo. Pour réaliser ce projet, vous avez décidé de retrancher 4 mètres d'espace vert et possiblement, comme l'a dit Mme Bergeron, d'abattre des arbres matures quasi centenaires sur les terrains de façade des maisons au sud de cette partie de la rue. Espaces verts qui seront remplacés par du béton et de l'asphalte, alors que notre planète traverse les pires changements climatiques de son histoire. Pouvez-vous nous confirmer que l'agrandissement de cette rue servira essentiellement à la circulation des 53 pieds vers l'usine Beigne d'Antan, appartenant notamment à M. Jimmy Mondard, sachant que les 53 pieds qui desservent l'usine CCT, également sur Saint-Viateur, débarquent leurs marchandises sur la rue La Forêt. À noter qu'actuellement, les 53 pieds circulent aisément sur la rue Saint-Viateur et qu'un élargissement de 4 mètres, malgré l'ajout d'une piste cyclable de 3 mètres, menant vers nulle part, nous semble illogique, si ce n'est que pour permettre aux 53 pieds de circuler plus rapidement sur une rue empruntée par des élèves du primaire. Voilà ma question. Je vais vous faire un petit compte rendu un peu de... Ben, on a eu des rencontres le 10 juin avec les propriétaires visés par les travaux, vous étiez là aussi. Il y a eu une rencontre le 20 juin avec vous, les propriétaires, à l'Hôtel de Ville. Suite à cette rencontre-là, nous étions en recherche de solutions et on a contacté même l'ingénieur pour essayer de trouver des solutions concernant ça pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible. Vous avez eu une rencontre aussi le 27 juin avec l'ingénieur de Visio, Nicolas Paradis. M. Paradis vous a expliqué la raison pourquoi nous ne pouvions pas réduire davantage l'emprise. C'est un secteur qui est complexe parce que c'est une cohabitation avec résidentiel, commercial et industriel. C'est là qui est le problème. On voulait réduire la largeur de la rue, puis c'était pas possible à cause du rayon de braquage des lampes, malheureusement, dans les bains d'antan. C'est là qui est... C'est surtout pour cette usine-là, si je comprends bien. Il y a des livraisons là, fait que c'est sûr que cette partie-là, c'est là qu'on ne peut pas éviter ça. Est-ce que vous avez calculé le nombre de 53 pieds qui desservent l'usine Beigne d'Antan? Selon nos observations, il y a probablement 2 camions par semaine qui se rendent à cette usine-là. Vous trouvez-vous que ça vaut la peine pour 2 camions par semaine de retrancher 4 mètres de nos terrains? De vos terrains, parce que ça, on va corriger la chose. Mais en fait, je vais plutôt dire, vous trouvez que ça vaut la peine, vous, d'enlever 4 mètres d'espace vert, puis probablement de couper une série d'arbres matures qui datent probablement de plus de 50 ans. Ça, c'est remplacer de l'asphalte, mettre de l'asphalte sur du gazon, puis c'est mieux selon moi. Écoutez, on essaie toujours qu'il y ait le moins d'impact possible, mais il faut penser aussi que le Beigne d'Antan, c'est un employeur qui emploie des gens ici. Donc c'est plus important, Beigne d'Antan, selon vous, que les citoyens qui habitent. C'est comme un citoyen la même chose. C'est plus important. Les espaces verts sont moins importants. Ça n'a pas rapport avec les espaces verts. De l'autre côté de la rue, c'est de l'asphalte. Vous auriez pu remplacer de l'asphalte par de l'asphalte, mais vous préférez aller chercher 4 mètres d'espace vert puis d'arbres. Je pense que c'est exact, M. Brouillard. L'information c'est bien, je vous remercie. Donc, H4, c'est des codes de crue le long du fleuve Saint-Laurent, donc c'est une demande d'appui de la municipalité de Saint-Barthélemy. Donc, Mme Lebrun. Considérant les codes de crue faisant l'objet des cartes de zone inondable sur le territoire des municipalités situées en bordure du fleuve Saint-Laurent, considérant que ce sujet est un enjeu important pour Berthierville et l'ensemble des municipalités, considérant la résolution numéro 2024-06-125 adoptée par la municipalité de Saint-Barthélemy relative au code de crue le long du fleuve Saint-Laurent pour leur territoire, alors, je propose d'appuyer la municipalité de Saint-Barthélemy dans cette démarche de demande de révision des codes de crue le long du fleuve Saint-Laurent, et ce, applicable à plusieurs municipalités du territoire de la MRC de Dautré.
Merci, c'était plaisant. Et Darbo, merci. J'en ai pas de voix dans le gauche. Favorable. À droite. Favorable. Oui, à l'unanimité, les conseillers présents. C'est sur les zones inondables. Tantôt, vous nous avez invité à aller voir le site, là, puis les petites vidéos. J'avais déjà fait un petit peu mes devoirs, mais pour aller plus loin, je voulais comprendre que cette carte-là, qui est toute quadrillée, qui comprend toutes les îles Saint-Hilaire, c'est toute la content que c'est la dernière qui a été faite, parce que c'était pas celle-là que j'avais vue avant. Celle-là, vous avez dit tantôt, je pense que c'était 150 ans, je sais pas trop. Ah, c'est l'histoire des cartographies, là, ça c'est particulier. Je sais qu'il y a d'autres vidéos demain matin, peut-être qu'ils vont nous en dire Oui, plus. ben, c'est parce qu'au niveau des cartographies, il y a deux choses. Okay? C'est qu'il y a une normalisation, okay? Là, en réalité, c'est une période, il faut comprendre que c'est une période jusqu'au 17 septembre. On peut les citoyens peuvent se prononcer, soit opinion, questions, etc. Je vous invite de ne pas le faire le 17 septembre, avant. Mais il faut comprendre la carte avant. Oui, OK. Puis ça, on a, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible de. Parce qu'on ne l'a pas avec, je ne l'ai pas avec moi là, OK. Mais oui, les zones inondables, OK, les zones de zones inondables à Gatier, OK, on a les cartes de ça. Est-ce qu'elles sont accessibles par, excusez-moi, par Internet, les nouvelles? Il y en a, oui, la plupart, je pense qu'en faisant des recherches, mais il met là un petit peu avec ça, oui, Mme Dubois. Monsieur le maire, si vous permettez, on peut mettre le lien sur le site web dans la première page, tout de suite en rentrant, fait que les citoyens, ceux qui veulent aller consulter, vont avoir le lien rapide pour s'en aller directement sur le site. Fait que ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est infiltré, là, c'est dit? Je vais le mettre sur le site parce que l'adresse est quand même assez longue. Puis je ne veux pas faire une erreur pour créer de l'ambiguïté. Et à partir de là, il y a des cartes de sortie. Fait que ces cartes-là, mais on a des ressources à la MRC qui sont à analyser la situation avec ces cartes-là également. Et nous, on va procéder au courant de juillet à l'analyse exhaustive parce qu'on a beaucoup de conséquences importantes à cause de ça. Il y a plein d'impacts. Ça c'est un dossier vraiment. Jusqu'à la grande côte. Ça a un impact. Qu'est-ce qu'on pourrait, une suggestion, Monsieur le maire, on pourrait mettre vraiment la page d'accueil du site web, tout de suite en haut, zone inondable, et mettre au fur et à mesure l'information pour vous inciter à aller parce que pour proposer les choses, il faut savoir. Est-ce que c'est bon. OK, fait qu'on le mettra rouge. OK, merci. C'est bon? C'est bon. Parfait. Parfait. Ah oui, j'en avais une autre, excuse. Oui. Quand on parle de haut pays, là-dedans, sûrement, il parle de quelque chose qui a été fait pour protéger dans les villes, pour protéger les inondations. Est-ce que le muret qui passe ici, là, qui est tout en train de se désagréger, est-ce que c'est un haut pays, ça? Est-ce que c'est un. C'est une bonne question. Ce que je veux dire, c'est lui? Oui, je suis le mur. On sait qu'il est dans quel pays. Parce que lui, il était fait, j'imagine, pour empêcher les inondations dans le temps, parce que du temps de ma mère, en face du manoir, c'était une plage, là. Plus tard, ils ont mis un mur, mais ils ont même voulu l'allonger un moment donné, mais ça fait pas trop. C'était plutôt l'érosion de la berge. Ah, t'as plus pour l'érosion de la berge. Ah, ça va. Les murs, c'était. Parce qu'il fallait un peu mettre la gestion des eaux pays aux municipalités, ce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Ben, ils sont déjà déjà où? Ah bon. Oui, malheureusement. On n'a pas d'eau pays ici? Je vais aller voir. OK. C'est bon, on pourra s'en parler. Mais je peux vous dire qu'on est sur le comité aussi d'érosion des berges. Je suis sur le comité d'érosion des berges aussi. Qui est sur le comité? Je suis aussi sur le comité d'érosion des berges. Parfait. Oui, c'est un enjeu autant au niveau des îles, mais nous, ici à Berthier, c'est au niveau du muret. Donc, oui, il y a un enjeu là, mais il y a un enjeu qui est connecté aussi avec les zones inondables. Donc, si le fédéral va de l'avant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? OK, ça cause un préjudice vraiment à la ville, parce que s'il y a un rehaussement des remettoirs dans le fleuve, ça veut dire qu'on va rehausser l'île de l'eau. Donc, ça a un impact aussi sur les actuelles zones d'inondation. On suit la situation vraiment de près. On a plusieurs municipalités sur l'entour du lac Saint-Pierre, sur autant le comité des zones inondables que les comités. Oui, on a des interventions féministes aussi. OK.
C'est bien, merci. H8, c'est un immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame, donc c'est un bâtiment à demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, usage conditionnel demandé visant à la construction d'un immeuble de 21 logements identifiés, bâtiment A, sur un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 505 du cadastre du Québec ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Ça, c'est l'ancien, juste pour vous situer, c'est l'ancien Lavoto. OK, c'est ces terrains-là. Donc, les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande-là, spécifiquement sur cette demande. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, on va y aller avec M. Destram pour la lecture et l'adoption. Oui. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard du terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 450 505 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique du 1150 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande vise également une partie du lot 3 450 503 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique 1180 rue Grégoire. Considérant que cette présente demande vise la construction du bâtiment identifié comme étant le bâtiment A et comportant 21 logements comme décrit au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075 en date du 10 mai 2024. Considérant que ce bâtiment sera érigé sur un lot issu d'une opération cadastrale visant la subdivision du 3 450 505 ainsi que d'une partie du lot 3 450 503, afin de créer deux nouveaux lots distincts situés à l'intérieur de la zone 1-C-07. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 21 logements sur le nouveau lot précité. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements. Considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 907 et ses amendements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, est résolu d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 21 logements tel qu'identifié comme étant le bâtiment A au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075 et conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 13 mai 2024. Merci, c'était appelé par Gélardo, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H9, c'est le bâtiment B, c'est au même endroit. Donc, c'est l'immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame, c'est le bâtiment B. Demande d'autorisation de l'usage conditionnel. Donc, l'usage conditionnel demandé vise à la construction d'un immeuble de 21 logements identifié bâtiment B sur un terrain connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 450 505 du cadastre du Québec ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, c'est la même chose. Les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande. C'est la même demande en réalité qu'on vient de lire. Donc, M. Destram, vous pouvez procéder.
Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro de 3 450 505 du cadastre du Québec, ayant actuellement le numéro civil 1150 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande vise également une partie du lot 3 450 503 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civil 1180 rue Grégoire. Considérant que cette présente demande vise la construction de bâtiments identifiés comme étant le bâtiment B et comportant 21 logements, comme décrit au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075, en date du 10 mai 2024. Considérant que ce bâtiment sera érigé sur un lot issu d'une opération cadastrale visant la subdivision du lot 3 450 505, ainsi qu'une partie du lot 3 450 503, afin de créer deux nouveaux lots distincts situés à l'intérieur de la zone 1-C-07. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et du règlement du zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 21 logements sur le nouveau lot précis. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et ses amendements. Considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable, compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 967 et ses amendements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 907 et ses amendements, et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'un usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 21 logements, tel qu'identifié comme étant le bâtiment B, au plan projet d'implantation, préparé par Atlas Architecture, projet E21075, et conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 13 mai 2024. Merci, c'était appuyé par l'appui. Darbo, merci. J'en ai fait au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Pour ces TRB, télévision, l'été avance de plus en plus. Est-ce qu'il y a eu du nouveau avec le port de Plaisance ou il y a 400 bateaux qui sont là? Bon, il y a une entente de principe avec Marino Mobilier. Donc, il y a une entente de location de famille pour les conclure incessamment là-dessus, mais en réalité, c'est ça. C'est sûr que cette année, c'est une année de transition. On comprend que la lettre comme quoi que l'exploitation de la marina est arrivée au début d'avril, donc c'est sûr que ça a chamboulé bien des choses. Il y a des propriétaires d'embarcation qui sont trouvés d'autres places de quai en réalité dans d'autres marinas. Donc c'est sûr que ça n'a pas la même achalandage. C'est sûr que cette année, je pense que c'est une année un peu de rodage, même avec la capitainerie aussi, en ce moment, elle est plus fonctionnelle. Donc c'est une année un petit peu comme ça de transition en ce moment. On vise l'année prochaine. Oui, effectivement. Merci. Considérant qu'il y a eu d'effectuer le pavage du sentier piétonnier aux abords de la rue Godet, considérant que le coût de ces travaux sera partagé à 35 pour le centre des services scolaires des Samars, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 7 000 $, soit 65 du coût des travaux pour le pavage du sentier piétonnier près de la rue Godet. En fait, c'est pour les étudiants ou toute personne qui a passé là, ça longe le bâtiment du Carrefour Émilie, donc à l'arrière du bâtiment du Carrefour Émilie, et ça mène vice-versa à l'école ou vers la rue Notre-Dame. Il y a un bout de trottoir qui n'est pas terminé, donc ça serait de le terminer, en béton, bien sûr. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite?
C'est unanime. Remplacement d'équipement, usine de production d'eau potable. Alors, proposer, appuyé, résolu d'approuver les directives de chantier C-MP-01 et DC-AUT-01 visant le remplacement du débitmètre de la conduite de distribution de l'usine d'eau potable et la modification d'un panneau de contrôle dans le cadre des travaux de raccordement du puits 6.3 avec un montant de 17 708,91 taxes incluses soit autorisé à cette fin. Alors, c'est différent de ce que j'expliquais tantôt. Ce n'est pas la spéciale du 25 juin, là, où on a débloqué 50 000 $ pour d'autres travaux urgents. C'est de profiter du moment où il y aura des interventions à la centrale et vous serez avisé. Évidemment, on va vous aviser lorsqu'on devra faire une interruption de la distribution d'eau potable. Vous serez avisé à l'avance et on va justement, dans le cadre des travaux qui se font actuellement, on va profiter de ce moment-là pour changer certains trucs. Donc, j'en parlais tantôt, débitmètre et un panneau de contrôle. Donc, on va en profiter pour qu'il y ait juste une interruption et non pas deux interruptions pour faire des travaux qui sont, somme toute, assez connexes au même endroit. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie Mondard, appuyé par Mme Clermont à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. Alors, ça nous amène à 9.1. Carnaval, budget. Et oui, déjà, que la directive donc, du service vie citoyenne soit autorisée en prévision du Carnaval 2025 à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Il est entendu qu'un montant maximal de 4 000 $ est autorisé à cette fin à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2025, afin de procéder aux dépôts et réservations. Alors déjà, on y pense, Carnaval, en passant. S'il y a des gens qui veulent y travailler avec nous, les bénévoles, et c'est tout de suite, c'est pas juste la journée comme telle, ça inclut la journée comme telle du Carnaval qui sera déterminée, mais les idées que vous pourriez avoir, si ça vous tente de vous impliquer, vous m'appelez directement ou vous appelez le poste 3014, Mme Josiane Laporte, donc à Vie citoyenne. Vous parlez soit à Josiane, soit à moi ou à quiconque de l'administration, mais ça va nous faire plaisir de regarder avec vous si vous voulez vous impliquer et on vous expliquera de quelle façon vous pouvez le faire. Mais c'est toujours intéressant d'avoir du sang neuf qui nous amène des idées nouvelles. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Fête nationale, budget. Et oui, on vient de passer la fête nationale et on parle déjà de l'année prochaine. Donc, proposer, appuyé, résolu que la directrice du service vie citoyenne soit autorisée, en prévision de la fête nationale 2025, à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celle-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Il est entendu qu'un montant maximal de 20 000 $ est autorisé à cette fin, à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2025, afin de procéder aux dépôts et réservations. On n'a qu'à penser à la scène où les artistes se produisent. Il faut la réserver maintenant. On peut même penser à réserver un ou des artistes pour l'an prochain. Alors, c'est quelque chose qui se prépare vraiment, vraiment beaucoup à l'avance. Je relance le même message que tantôt pour le Carnaval. C'est des gens qui veulent s'impliquer. Vous m'appelez, vous appelez Mme Laporte au poste 3014 de la municipalité ou à membres du conseil qui sont ici. Vous leur demandez, ils vont vous diriger au bon endroit. Gênez-vous pas. Nous, les bénévoles, on en a besoin. Le mois prochain, vous aurez, parce qu'on va vous présenter le rapport de l'activité de la fête nationale, qui, en passant, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, a été un franc succès. Donc, on aura le rapport détaillé de ce qui s'est passé avec les coûts exacts et toute information pertinente à ce sujet-là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 9.2, pavillon Jean Bourdon, amélioration du réseau Wi-Fi. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 1 500 $ pour des travaux d'amélioration du réseau Wi-Fi au pavillon Jean Bourdon. Donc, tout simplement, présentement, il y a des zones mortes, si on peut dire ça comme ça, où ça ne va pas bien là, au niveau de la réception du signal. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que le signal soit partout disponible dans le pavillon Jean Bourdon. Est-ce que j'ai un proposeur?
Proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Les niveaux d'eau sont toujours demeurés plus bas. Ils vont rester ainsi tant que quelqu'un ne décidera pas de remplir ce qui a été vidé. Mais je ne veux pas, à court terme, la fin de la voie navigable et du commerce, même au contraire, ils veulent l'augmenter. Fait que ces modifications-là physiques qui ont été faites, ils vont rester là, puis ils draguent. Fait que l'entretien se fait. Ce que ça a comme conséquence, c'est que ça baisse considérablement, ça modifie de façon très considérable l'écoulement de l'eau. Assez qu'il a fallu qu'ils fassent des reversoirs pour retenir l'eau entre nous autres et Montréal. Mais ce que ça apporte chez nous, ça apporte une baisse des niveaux d'eau. Puis, cette baisse-là, elle est significative, elle est entre 50 et 75 cm. L'autre affaire, c'est que nos pentes sont tellement faibles ici que 1 mm de niveau, ça donne une largeur de 1 mètre. Fait que quand on nous dit qu'on a des précisions de l'ordre de 20 cm, bien, la ligne est tellement large que ça devient presque impossible pour nos employés. On arrive dans une marge d'erreur, ça devient impossible pour nos employés de trancher clairement s'ils sont ou pas dans son inondable. Malheureusement, le 19 juin dernier, le ministre de l'Environnement, dans une conférence de presse, nous a présenté le nouveau projet de règlement concernant le cadre permanent, parce qu'on est en règlement intérimaire. Puis ce qu'ils veulent faire, ils ne prévoient pas modifier les codes de crue. S'ils modifieraient déjà juste les codes de crue dans l'agriculture, c'est 2000 arpents ici dans l'environnement du lac Saint-Pierre qui est pénalisé. On en enlèverait la moitié. Il y en a 1000 qui reviendraient à l'agriculture. Moi, une deal que je serais prête à faire à l'UPA, c'est qu'on vous en laisse 500, qu'on en garde 500 pour convertir en zone blanche, puis on ne perd rien. Je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir. Je pense pas. Je ne suis pas sûr qu'ils voudraient, mais ça serait, tu sais, il en scrape déjà 2000. Fait que, par rapport à ça, il y a 1000 arpents, comme je vous dis, s'ils corrigent les codes de crue, qui est remis dans sa zone actuelle. Dans le projet de règlement qui était présenté, c'est qu'ils se disent plus permissifs, mais ils rajoutent une marche et qu'ils veulent aller chercher une cote de crue de 350 ans qui n'existe pas actuellement. Actuellement, la cote de crue, elle arrête à 100 ans, les restrictions arrêtent à 100 ans. Il n'y a pas de geste, ils le font en palier, en marche d'escalier, puis c'est la même affaire que le projet intérimaire. Le problème des marches d'escalier, c'est que considérant ce que j'ai dit tantôt à propos du millimètre de précision, c'est que tu vas arriver avec quelqu'un qui manque 2 cm pour monter sa table, il va arriver juste en bordure, puis il est pénalisé au même titre que la personne qui est au niveau du plancher. Il n'y a pas de moyen d'évaluer, mais regardez, la majorité de votre projet est bien plus vers la zone supérieure que la partie inférieure du bloc. Ben non, tu es pénalisé. Tu es une personne handicapée, tu ne peux pas adapter ta maison, tu ne peux pas changer ta couverture, tu ne peux pas faire ci. Au lieu d'évaluer le terrain, au lieu d'évaluer la maison. Si le bâtiment est immunisé, ils n'en tiennent pas compte, puis ils n'en tiennent pas plus compte de niveau. On a eu 2 rencontres avec le ministre et ses collègues. Ça va être une discussion à long terme là, pour leur faire réaliser qu'il y a des conséquences très, très pénibles qui vont s'ajouter à ça. Il parle de mettre 72 000 propriétaires de logements dans un gros poste racisé qui va être des zones inondables, alors que ce qu'on entend de l'autre bord, c'est qu'il y a une crise de logement, mais tu ne scrapes pas 72 000 logements quand on en manque. Là. Mais bon, s'ils disent que ça n'a pas de conséquences, mais on le vit chez nos citoyens, ça crée de l'anxiété. Les personnes âgées viennent nous voir et se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils sont obligés de le vendre, de donner à leurs enfants. La perte de valeur, ça les stresse. Ça stresse beaucoup le monde. Pour tout cas, il n'y a pas d'études non plus qui montrent les avantages réels à faire ça. Ils disent que ça coûte 1 milliard les inondations de 2017 et 2019, mais il n'y a pas d'études qui démontrent que ça a coûté combien, à partir de quel code de crue, à partir de quel niveau d'eau ça va coûter de l'argent. Ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Le règlement est plus monté pour préserver un milieu naturel, un environnement, garder ça en zone naturelle. Puis probablement qu'il y a eu quelques milliards qui ont passé avec la digue qui a sauté.
Sainte-Marc-sur-le-Lac, Saint-Ouen-de-Calumet, puis l'autre nom, Deux-Montagnes. Eux autres, c'est un peu spécial parce que c'est une digue qui est autorisée par le gouvernement provincial. Il y a quelques décennies, qui a failli à sa tâche, de ce que je comprends, je n'ai pas trop, de ce que je comprends par manque d'entretien. Mais à l'origine, c'est une autorisation du gouvernement provincial de faire ça, puis ça a failli. Ils sont un peu dans une situation de quoi faire avec ça, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont être soumis aux mêmes contraintes que nous. Puis ces ouvrages de protection-là doivent être qualifiés comme étant corrects pour être considérés comme tels. Tant que les ouvrages de rétention ne seront pas qualifiés, on va rester avec le décret temporaire. Comme nous ici, les réversoirs qu'on a en haut, on ne sait pas. Dans les plans actuels, ils n'en tiennent pas compte. La prémisse qu'ils font, c'est qu'ils se disent un ouvrage qui cède, ça peut céder, donc on va faire comme si elle n'existait pas. Mais ce qui est faux, à mon avis, parce qu'un barrage qui cède n'a vraiment pas les mêmes conséquences qu'un barrage qui est absent. On le voit, là, on l'a vu là, dans un moment de ville où je sais qu'un cours d'eau dans la période d'été, l'étiage, que même pas 1 mètre cube par seconde, s'est mis subitement à faire passer 80 mètres cubes d'eau par seconde. Ça fait sauter les barrages. Là, quand ça saute, ben, juste en cascade, c'est là que ça crée des dommages très rapidement. Ce qui est différent ici, nous, ce qu'on a le temps de les voir venir, c'est pas dans. Tu te lèves pas, tu vas aux toilettes, tu reviens, la moitié de la maison est partie. Là. On le sait longtemps d'avance que le niveau d'eau s'en vient. Bonjour Renaud, ça va bien? Justement, on parlait tantôt de fébrilité, donc la première fin de semaine a eu lieu. Un beau succès, contente d'avoir. Puis je te dirais, avant tout, de la belle température. Oui. J'exagère un peu parce qu'il y a plu à la toute fin du concert, samedi soir. Mais comme j'ai dit, rendu à la fin ou dans les 15-20 dernières minutes, là, on peut plus, c'est ça. On ne peut pas intervenir de toute façon, mais là, rendu là, on se dit non, la soirée s'est bien passée, puis il n'y a pas eu trop d'intempéries. Non, mais ça se passe très bien, le public est au rendez-vous, ce qui est le plus important, puis les artistes sont contents. Donc, oui, ça a été très, vous aviez tenté une belle activité samedi avec Farah Lidé, puis faire les planètes de hausse, qui était quand même impressionnant, de voir les images, d'avoir ses commentaires, de voir les choses. Tu pouvais te mettre plus encore, je te dirais, dans ton imaginaire, l'imaginaire de hausse, c'était vraiment très bien. C'était vraiment une très belle chose. On continue en fin de semaine, c'est toujours vendredi, samedi, dimanche. Exactement. La tradition, c'est ça? Exactement. Donc là, on est vraiment 12, 13, 14 juillet, c'est presque une sorte de festival dans le festival. Donc, que de la musique baroque pendant 3 jours. Mais quand on dit musique baroque, on dit peut-être les gens ne s'imaginent pas de quoi on parle. Mais c'est pas très compliqué en fait. On a de la musique de Jean-Sébastien Bach, on a de la musique d'Antonio Vivaldi, qui sont 2 compositeurs qu'on connaît très bien. Puis on a un opéra de M. Purcell, Henri Purcell, samedi soir. Donc, allons-y dans l'ordre. Vendredi et dimanche, en fait, on a la grande visite d'Allemagne, l'orchestre baroque de Fribourg, qui est un des plus grands orchestres là, sur instruments anciens du monde, qui viennent nous donner, donc en deux concerts plutôt que 2 soirs, parce que dimanche, c'est l'après-midi, l'intégrale des concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Et tout ça mêlé à des compositions de Vivaldi. En fait, ils étaient tous les deux, Bach et Vivaldi, presque des contemporains exacts. L'un allemand au nord des Alpes, l'autre italien au sud des Alpes. Donc, à eux deux, ils ont un peu la totalité de l'espace musical en Europe à cette époque-là. Donc, c'est une belle combinaison. Et voilà, encore une fois, c'est un des plus grands orchestres de la planète. C'est vraiment à ne pas manquer. Ils ne viennent pratiquement jamais en Amérique du Nord. Et cette année, ils ne viennent que chez nous. Ah oui. Ils arrivent très bientôt, là, demain ou après-demain plutôt, je pense, donc pour la fin de semaine. Et samedi,
on retrouve les arts florissants et William Christie, qu'on commence à bien les connaître. Bien oui, ils sont rendus des habitués. Hein? On les revoit, on les reçoit pour la 3e fois. Là, c'est la conclusion. Je vais dire aux gens, profitez-en maintenant parce qu'ils ne reviendront pas tout de suite. Je ne devrais pas dire qu'ils ne reviendront jamais, mais ils ne reviendront pas tout de suite. Là, c'est un peu la fin de ce cycle-là de 3 étés qu'on avait avec eux. Et là, ils vont nous présenter une intégrale aussi, l'opéra de Purcell, Henry Purcell, La Reine des Fées, The Fairy Queen, qui est inspiré du Songe nu d'été de Shakespeare. Il faut dire, c'est vraiment une mise en scène complète là, avec décors, danseurs, costumes, il y a toute une chorégraphie, le metteur en scène est aussi chorégraphe. Donc ça va être absolument magique. Samedi le 13 juillet à l'amphithéâtre, au début de la soirée, et puis je m'en réjouis d'avance beaucoup. Tu es content. Puis on revient le dimanche après-midi. C'est ça, dimanche après-midi avec la suite, la deuxième moitié des concertos brandebourgeois avec les Allemands qui ont joué vendredi. Donc, encore là, c'est une fin de semaine à ne pas manquer, parce que tu me dis qu'ils viennent spécifiquement le vendredi et dimanche. Et là, les arts florissants, mais on ne les a pas vus. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, c'est ça. Exactement. Donc, il reste encore des billets. On peut toujours aller sur festival-lanaudière.org et avoir des billets. Même en dessous, là, les billets sont très abordables. Absolument. Merci de le mentionner, c'est absolument vrai. Bon, je te remercie, Renaud. C'est moi qui te remercie. Je suis en compagnie de Renaud. Bonjour Renaud, comment ça va? Bonjour Daniel. Directeur artistique du Festival Lanaudière. Ça va très bien. On vient de passer la première fin de semaine. Oui. Le stress a baissé un petit peu. Oui. Là, tout était beau. Je ne sais pas, le stress, c'est juste beaucoup de plaisir. Fébrilité, d'abord. Fébrilité, c'est bien dit. C'est ça qu'on dirait. On reste fébrile encore pour quelques semaines. Encore quelques semaines. Et dans un premier lieu, on va parler comme toujours de la programmation. Mais cette année, j'aimerais ça qu'on parle tout de suite des églises. Bien sûr. Ça commence le 11 juillet, c'est bien jeudi. Puis d'habitude, je te dirais pas on les skip, mais on en parle moins. Et là, on va mettre l'emphase sur les églises. Tout à fait. Écoute, les concerts dans les églises, c'est toujours la même chose. Hein? C'est l'occasion d'essaimer, de rayonner dans la Naudière pour le festival, d'aller à l'extérieur de Joliette, d'aller dans des villages, cette année Sainte-Mélanie, Saint-Sulpice, Saint-Ambroise évidemment, Saint-Alphonse et d'autres. Puis de rejoindre un peu, de couvrir le territoire de la Naudière. De faire rayonner. Puis surtout, de donner aux gens la possibilité d'entendre des grands artistes dans un contexte très intime. Tu sais, nos églises dans la Naudière, on les connaît, on les sélectionne toujours pour leur qualité acoustique, mais c'est souvent des toutes petites églises dans lesquelles on entre peut-être 200 personnes, 300 personnes. Tu sais. Fait que c'est vraiment une occasion, ce sont des occasions rares de se confronter avec des grands artistes, mais vraiment dans un cadre très intime. Puis jeudi, c'est à Sainte-Mélanie, avec un groupe de musiciens tirés sur le volet, vraiment des musiciens, là, pas des gens qui travaillent ensemble régulièrement, tant des musiciens de l'OM, de l'Orchestre métropolitain, que de l'OSM, des musiciens d'orchestre parmi les meilleurs au Québec, qu'on a réunis, tu sais, qu'on a contactés vraiment individuellement, puis qu'on réunit pour un programme de musique de chambre autour de Beethoven, avec le septuor de Beethoven, et Schubert avec le quintet pour 2 violoncelles. Donc c'est vraiment de la très très belle musique. C'est pas des œuvres qu'on entend si souvent, même si Schubert, Beethoven, on les connaît bien. Oui. Mais ce sont des œuvres qui sont un peu plus rares, parce que justement, c'est pour des formations, tu sais, le septuor, déjà 7 musiciens, c'est moins fréquent. Donc, voilà, ça c'est jeudi, premier concert en église. Ouais. Va te relancer par rapport à ça. Oui. Tu connais beaucoup l'orchestre l'OM. Bien sûr. Tu vas choisir les musiciens avec les Séguin, mais aller chercher l'OSM, c'est tout un défi d'aller chercher des musiciens des deux côtés. Ça s'est bien fait? En même temps, oui, mais on est, comment dire, c'est des gens qui ont envie de travailler ensemble aussi, qui se connaissent pour la plupart, hein, je veux dire, qui déjà, dans certains cas, vont peut-être s'être croisés. Donc ça se fait
finalement, très, très naturellement. Okay. Puis, il y a des gens de la région de Joliette aussi. Regarde, Jean-Sébastien Roy, qu'on connaît, violoniste à l'OSM, Louis-Philippe Marcelet, corniste de l'Orchestre métropolitain. Donc, en plus, il y a une sorte de lien Lanaudois, joliettain, tu sais, c'est amusant ça aussi. Puis le festival, c'est vraiment, puis pour les artistes, c'est vrai aussi, c'est le plaisir de justement faire de la musique ensemble dans un contexte différent, etc. C'est ça. Donc, ça, c'est la première église. Les autres églises, on parle de quoi? Bien, on a des grands visiteurs de France à Saint-Ambroise, le 22 juillet, Quatuor Diotima. Donc, un ensemble qui tourne depuis plusieurs années, je te dirais même peut-être des décennies maintenant, que je connais, moi, parce qu'on travaille ensemble dans ma maison de disques. Et puis, ça fait longtemps qu'on se parle aussi. On se dit, il faudrait trouver quelque chose à faire à la Naudière. Donc là, ils viennent, en fait, puis c'est le premier concert au Québec. On a découvert ça il y a quelques mois en élaborant le projet. C'est la première fois qu'ils vont se produire au Québec. Donc, dans des quatuors du 20e siècle. Donc, Maurice Ravel, important, quatuor de Ravel. Quatuor de Szymanowski, donc qui est un compositeur polonais contemporain à peu près de Maurice Ravel, donc on est au début du 20e siècle, premier tiers du 20e siècle. Et quatuor aussi de bonhomme autrichien, je dis un bonhomme, compositeur, un bonhomme, non, mais c'est plus accessible, tu sais. Eric Korngold, qui avait immigré aux États-Unis, à Los Angeles, qui est un grand compositeur de musique, on va dire, classique, sérieuse, mais qui a été très connu en Californie pour avoir écrit de la musique de film. Qui a quitté Vienne dans les années 30, avant la guerre, juste à temps, puis qui a fait donc une grande partie de sa carrière après ça en Californie. Puis son quatuor, troisième quatuor que les Diotima jouent, ben, c'est un quatuor qui est écrit en arrivant en Californie. Donc il y a un lien vraiment là aussi entre l'Europe et l'Amérique, c'est intéressant. Est-ce que c'est la seule place qui se présente, qui vont se produire au Québec? Oui, absolument. Par la suite, ils font une tournée. Non, ils retournent chez eux. Ils ne viennent que pour nous, que pour le public lanaudois. C'est bien. Après, on a les arts florissants, bien sûr, on en parlera par rapport au concert à l'amphithéâtre, mais lundi, le 15 juillet, c'est un concert, en fait, autour de la musique de Purcell, à la suite du concert à l'amphithéâtre, mais c'est de la musique sacrée. Comme William Christie aime le faire souvent, là, dans les dernières années, il venait ici pour un grand concert à l'amphithéâtre, puis après ça, la musique sacrée dans... Il a apprécié la formule. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de belles choses. On a Charles-Richard Hamelin, bien sûr, en récital, dans un programme de musique de Chopin et compositeur espagnol qui joue pour la première fois. On a un pianiste, merveilleux pianiste qui se produit au Canada pour la première fois, Yoav Levanon, également avec l'OSM en concert à l'amphithéâtre, mais en récital, lui aussi dans des morceaux là, très très difficiles, virtuoses, techniques, le Liszt, Chopin, quelque chose de très spectaculaire. Donc, et je ne devrais pas passer sous silence le grand baryton allemand Matthias Görn, c'est à Saint-Sulpice le 16 juillet prochain. Dans la belle meunière de Schubert. Donc, c'est pas des plans B des églises, c'est vraiment une série. Donc, c'est vraiment une série très étoffée, très étoffée. Puis en fait, c'est aussi, comment dire, c'est des répertoires différents. C'est des répertoires qu'on ne présenterait pas à l'amphithéâtre parce que le lieu ne s'y prête pas. Mais les églises sont parfaites pour ça. T'sais. Puis encore une fois, pour les gens vraiment de la région de la Naudière, ça va de soi, j'ai envie de dire, de se rendre dans ces beaux villages-là, dans ces belles églises-là, Saint-Norbert aussi, on va voir Saint-Norbert cette année, puis d'en profiter pour passer un moment dans le village, puis de conclure ça en soirée. Saint-Barthélemy aussi, on retourne à Saint-Barthélemy, j'allais dire, bon voilà, Saint-Barthélemy, le cœur de nos concerts en église. Puis de passer un moment comme ça dans l'intimité avec les grands artistes. Puis dans sa communauté. Quand tu me parles de Saint-Norbert, Saint-Barthélemy, Saint-Sulpice, tu peux y aller presque à pied, puis tu peux aller visiter. Tout à fait. Donc, on rappelle aux gens que c'est toute une série qui se passe dans la semaine, au lieu des grandes fêtes. C'est ça, c'est pas la fin de semaine, c'est la semaine. Et tous les détails sur lanaudière.org pour les billets, pour le détail des programmes, des concerts, etc. Bon, je te remercie. C'est moi qui te remercie.